Monsieur McQuaid, bonjour. Êtes-vous d'accord pour que nous commencions nos travaux? Je voudrais, mes chers collègues, après vous avoir une fois encore remercié d'être présents aujourd'hui pour cette antépénultième réunion de la commission d'enquête, vous dire qu'un certain nombre de nos collègues qui viennent habituellement à ces réunions ne sont pas là aujourd'hui. Je pense en particulier à Jean-Claude Carle, puisque je suis passé à côté d'un téléviseur retransmettant les débats qui se déroulent actuellement dans l'hémicycle. Il préside la séance et on peut comprendre qu'il ne peut pas avoir le don d'ubiquité, il ne peut pas présider la séance et être à la réunion de la commission. Ceci étant dit, nous allons pouvoir continuer lorsqu'on aura réglé les problèmes techniques. Vous n'avez toujours pas le son. Est-ce que là, vous m'entendez? Do you hear me? C'est bon là? C'est pas bon. On va régler le problème. Est-ce que là, vous m'entendez? It's okay. Thank you. C'est donc M. Patrick McQuaid, président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui est maintenant devant notre commission d'enquête. Je dois rappeler au public qu'il doit conserver un silence absolu et ne pas réagir positivement ou négativement devant les déclarations que notre invité ferait. J'indique à M. McQuaid, comme je l'ai fait à l'ensemble des participants à nos auditions, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible de sanctions pénales. C'est la règle. Ça ne s'applique pas seulement à votre audition, mais ça a été le cas pour toutes les auditions, et ce sera encore la semaine prochaine pour nos dernières réunions, la règle. Et enfin, je dois, Monsieur Patrick McQuaid, vous demander de prêter serment, de dire la vérité, et rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». I swear to tell the whole truth and nothing but the truth. Merci beaucoup. Notre rencontre va se dérouler de la manière suivante. Nous donnons la possibilité, c'est bien normal, à la personne que nous recevons de parler pendant environ un quart d'heure, 13 minutes ou 17 minutes, c'est pas minuté, chronométré, pour nous faire part de son sentiment sur la lutte contre le dopage. Et nous aurons ensuite, nous les membres de la commission, à commencer par notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, l'occasion de vous poser un certain nombre de questions complémentaires au gré des interventions des uns et des autres. Donc comme je vous l'ai annoncé, Monsieur McQuaid, c'est à vous pour le temps qui vous semblera nécessaire pour commencer à répondre à la question. Quelle lutte contre le dopage? À vous. OK. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour votre invitation et de me donner l'opportunité d'aborder aujourd'hui la question du dopage dans le monde du sport et du cyclisme en particulier. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sujet a toujours été ma priorité en tant que président de l'Union cycliste internationale et c'est l'est encore plus depuis 6 mois. Je m'excuse car mon français n'est pas parfait, donc j'espère que vous me permettrez de continuer mon propos dans ma langue maternelle, l'anglais. In English, no problem. Okay, thank you. For the past 6 months, Depuis 6 mois, l'UCI l'UCI subit une attaque soutenue de la part des médias, des parties prenantes et d'autres organisations à la suite de la publication de la décision motivée de l'USADA concernant Lance Armstrong. Lance Armstrong n'est pas la seule icône sportive qui a pris de la drogue. Cependant, c'était probablement un des athlètes les mieux connus au monde et sa situation particulière a été bien aggravée par la façon dont il se comportait depuis
depuis de très nombreuses années lorsqu'on l'a questionné sur les questions de dopage. Cette affaire a infligé des dégâts considérables au sport du cyclisme. C'est un sport qui a fait beaucoup de progrès depuis de très nombreuses années et qui a remporté un très vif succès lors des Jeux olympiques de Londres de 2012. Depuis la décision de l'USADA, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été lancées par diverses personnes, certaines accusations contre l'UCI, d'autres contre moi-même en tant que président de cette organisation, ainsi que contre mon prédécesseur, Hein Verbruggen. En tant que président de l'UCI, lorsque je suis entrée dans mes fonctions, en fait, certaines de ces questions n'avaient même pas été soulevées. Je suis ici pour reconnaître ma responsabilité et pour essayer de vous parler les yeux dans les yeux de ces questions. Je suis très heureux de vous parler des faits dont j'ai connaissance, en particulier concernant les décisions que j'ai prises en tant que président de l'UCI. Je voudrais insister sur le fait que concernant les faits, les décisions qui étaient connues ou prises avant que je rentre dans mes fonctions, alors ces faits, ces décisions, je peux en parler seulement au mieux de ma connaissance. L'antidopage est une priorité pour moi en tant que président de l'UCI depuis 8 ans. Avant d'être élu, et l'UCI a été pionnier dans le combat contre le dopage depuis au moins 20 ans. Nous avons toujours été à la pointe de la technologie en termes d'avance technologique, scientifique, et très souvent en avançant tout seul, prenant des risques et en assumant les coûts tout seul. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, de façon très claire, que le cyclisme n'a jamais été un sport qui a fermé les yeux sur le fléau du dopage. Déjà en 1992, l'UCI était la première fédération sportive internationale à créer une commission antidopage séparée de la commission médicale. L'UCI était également la première organisation à introduire des prélèvements et des systèmes d'évaluation des corticostéroïdes dans le sang des sportifs. On était les premiers à valider la première méthode de détection de l'EPO dans les urines des sportifs et on a fait cela sous notre propre égide juridique et en assumant les risques financiers. On était les premiers également à lancer des systèmes de tests pour les transfusions sanguines et pour tester contre l'hémoglobine synthétique. Et on était les premiers à jouer un rôle dans le lancement et la création du passeport biologique des athlètes. On est une fédération, l'UCI est une fédération qui est indépendante. Nous avons notre propre organisation antidopage indépendante, c'est la Fondation Antidopage. Pour démontrer mon engagement personnel dans le combat contre le dopage, je voudrais vous donner une petite liste des initiatives que j'ai entreprises depuis 8 ans maintenant. En 2006, l'UCI introduit un programme de contrôle externe de qualité pour les laboratoires qui mènent les analyses de sang, le même programme que l'AMA introduit plus tard pour les laboratoires qui travaillent sur le passeport biologique de l'athlète. En 2007, nous avons lancé le programme 100% contre le dopage et encore en 2007, nous étions la première fédération internationale à introduire le passeport biologique sanguin. En 2008, nous avons introduit le système ADAMS. C'est un système obligatoire d'identification du lieu, de là où se trouve l'athlète par moyen des électroniques. Et ainsi aussi, nous avons introduit un système antidopage pour déceler les hormones de croissance. En 2009, nous avons lancé le programme Le Vrai Champion ou des tricheurs. C'est l'introduction d'une évaluation éthique. Cela fait partie d'un système d'enregistrement et de licence pour les équipes professionnelles. Et en 2011, nous avons lancé pour la première fois, on était les premiers à le faire, introduire une politique sans aiguille qui était lancée, introduite par le comité olympique à Londres lors des Jeux de l'an dernier. Aujourd'hui,
Le cyclisme est en troisième place après le football et l'athlétisme en termes de nombre de tests antidopage qui sont menés chaque année. Aujourd'hui, le cyclisme est en première place parmi toutes les fédérations en termes du nombre de tests qui sont effectués chaque année. L'an dernier, l'UCI a mené au total 14 168 tests antidopage et cela comprend 7 558 tests en compétition, 6 610 hors compétition. Et parmi tout cela, 5 218 étaient effectués dans le cadre de notre programme de passeport biologique. Vous m'avez envoyé une invitation pour parler ici et donc, dans le cadre de cette invitation, je voudrais vous parler un petit peu de notre passeport biologique. Comme je vous l'ai dit, l'UCI a contribué à la mise en place de ce programme et nous étions également la première fédération internationale à lancer ce système qui, je pense, a vraiment eu un impact très très bénéfique sur le combat antidopage. Le programme de passeport biologique comprend 1000 cyclistes chaque année, dont presque tous font partie du groupe cible de sportifs. Ils font partie du système ADAMS. Ils doivent faire connaître où ils vont se trouver par moyens électroniques chaque année. Et chaque cycliste a la probabilité d'être testé en moyenne 8,5 fois par an. Dans une compétition telle que le Tour de France, tous les cyclistes, à peu près 200 athlètes, sont testés pour le passeport biologique avant le commencement de la course. Et pendant la course, on recueille également 150 prélèvements supplémentaires. L'UCI a signé de nombreux accords avec d'autres organisations antidopage partout dans le monde et nous sommes en discussion avec d'autres organisations actuellement. Plus de 30 athlètes ont été convaincus de dopage par EPO avec d'autres drogues semblables dans le cadre de notre programme de passeport biologique, car leurs résultats anormaux ont déclenché des tests urinaires traditionnels ciblés. Toutefois, l'efficacité du programme ne doit pas être mesurée à l'aune du nombre d'athlètes qui sont attrapés, qui sont punis, mais aussi il faut prendre en compte l'effet dissuasif du programme sur les cyclistes qui réfléchissent au dopage afin de remporter une course. Les athlètes qui veulent changer d'équipe ou qui veulent être sélectionnés pour l'équipe nationale, normalement, on leur demande, la direction leur demande de montrer les résultats de leur passeport biologique. Sachez que notre budget antidopage s'établit à plus de 7 millions de francs suisses, à peu près 5,7 millions d'euros. Et la majorité de ce budget, 3 millions d'euros, est dépensée sur les prélèvements en compétition et avant les compétitions. J'espère que vous avez compris maintenant qu'avec ces faits, avec ces statistiques, que l'UCI est tout à fait engagée à gérer, à manager, à organiser un sport qui est propre, sans drogue. Le cyclisme aujourd'hui a changé et les cyclistes aujourd'hui ne méritent pas d'être condamnés pour les méfaits des autres. La culture dans le peloton aujourd'hui a transformé avec de grands athlètes, Philippe Gilbert, Mark Cavendish, Bradley Wiggins, qui s'expriment de façon très forte en disant au monde entier que le cyclisme est en train de faire le nettoyage. Aujourd'hui, bien sûr, nos capacités à déceler le dopage a bien avancé, mais nous ne sommes pas complaisants. Lorsque les récompenses pour les succès sont très élevées, les gens vont souvent chercher à trouver d'autres moyens pour remporter une course, pour gagner. Et donc, nous, on est là pour empêcher ceci et c'est notre travail de le faire. Ce n'est pas facile, mais on a accompli beaucoup de progrès depuis de nombreuses années maintenant. Les politiques, vous pouvez aussi aider le cyclisme dans d'autres sports également. Comme je l'ai dit lors d'une réunion du Conseil européen à Bruxelles récemment, les politiques nationaux et au niveau européen peuvent faire beaucoup au niveau dopage par 3 moyens. Tout d'abord, vous pouvez faciliter la coopération entre les forces de police et l'organisation sportive en introduisant des lois antidopage à travers toute l'Europe pour donner davantage de force à la police, aux organisations sportives, etc., pour partager donc les informations sur les infractions antidopage.
Cela comprend aussi le trafic des drogues illicites. Les législations devraient comprendre des données qui sont collectées par les organisations antidopage qui doivent être donc partagées de façon automatique avec les organisations antidopage dans le monde entier. Et comme vous avez déjà en France, il faudrait aussi prévoir des sanctions pénales pour les personnes qui fournissent ces produits, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des employés de l'hôpital ou autres. Si le dopage devient un délit pénal, eh bien, les organisations de police, d'application de la loi vont être encouragées à enquêter davantage et poursuivre en justice les personnes qui aident les athlètes à prendre la drogue. Deuxièmement, au niveau national, vous pouvez garantir qu'il y ait davantage d'accords et de coopération avec l'industrie pharmaceutique pour partager son savoir-faire avec les agences antidopage et les scientifiques qui travaillent dans ce domaine. Cela permettra de mieux anticiper les dangers futurs. Et enfin, les gouvernements nationaux pourront lancer et faire la promotion des campagnes de bonne santé, de bonnes mœurs, éthiques qui doivent cibler les jeunes athlètes et leurs entraîneurs. Tout cela pourrait être fait au niveau de l'école, notamment dans les écoles de sport spécialisées. Alors que les athlètes, très clairement, bénéficient des mêmes droits de l'homme que toute autre personne en termes de respect de la vie privée, ils doivent aussi comprendre que lorsqu'ils choisissent une carrière sportive, ils ont choisi de se soumettre à d'autres obligations spécifiques. Et ce cursus dont j'ai parlé et que je viens d'évoquer doit aussi éduquer les jeunes sportifs concernant ce que cela veut dire de travailler dans sa carrière tout au long de sa vie comme athlète. Cela permettra à ces jeunes gens de faire un choix éclairé avant de se lancer dans cette carrière. Avant de terminer, je voudrais dire quelques mots sur Lance Armstrong. L'UCI n'a pas protégé Lance Armstrong. Chaque décision prise par l'UCI concernant Armstrong et d'ailleurs tout autre cycliste dans le peloton, toutes ces décisions étaient prises en connaissance des causes, des faits connus à l'époque et en tenant compte des connaissances scientifiques de l'époque. Chaque décision antidopage prise depuis 20 ans maintenant et ont été prises par des personnes responsables, tout à fait neutres, qui agissent en toute bonne foi et qui ont beaucoup contribué à la position d'UCI aujourd'hui, qui est une organisation, une des toutes premières organisations dans le combat contre le dopage. L'UCI reste tout à fait engagée pour lancer un audit indépendant concernant le comportement et les pratiques de notre organisation concernant les années Armstrong et on est en train de discuter de ceci avec l'AMA. On a également décidé de transmettre à l'AMA et à l'USEDA les résultats des prélèvements qui étaient pris, qui sont en notre position et qui concernent Lance Armstrong. Le premier lot de documents va être expédié à l'USEDA cette semaine. On est en train de reconstruire nos relations avec l'USEDA et Travis Tigert, son CIO, que vous avez accueilli ici il y a quelques semaines, a accepté mon invitation à me rencontrer à notre siège à Aigle dans quelques semaines. L'UCI doit faire encore beaucoup pour réparer les dégâts qui ont été infligés par Armstrong et par d'autres. Nous devons faire beaucoup pour mieux communiquer sur nos activités antidopage et pour rassurer le public et nos partenaires que l'UCI est en train de faire tout qui est possible pour garantir un sport qui est propre et pour garantir que le peloton aujourd'hui est tout à fait différent de ce qu'il était il y a des années de cela. Je vous remercie et bien entendu, je suis tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions.